Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais évidemment revenir sur l'événement politique, à savoir ces élections législatives. J'avais pas fait de vidéo après le premier tour, je préférais avoir une vision d'ensemble, et ça va être l'occasion ensemble de revenir sur les élections législatives des deux tours. Pour le premier tour, je voudrais évidemment revenir sur les résultats remarquables de l'Alliance, vous savez, Union pour la France, qui rassemblait Debout la France, les Patriotes et Génération Frexit. Eh bien, nous avons passé les 1% dans quasiment toutes les circonscriptions. Génération Frexit était présente dans 10 circonscriptions dans le cadre de cette alliance. Eh bien, nous avons passé les 1% partout. En moyenne, la moyenne des scores est de 1,46%, ce qui, à des élections législatives, est une première pour un mouvement du Frexit, donc des résultats très satisfaisants. Et en ce qui me concerne, là aussi, dans la Nièvre, il faut savoir que le Frexit, la même circonscription, on était aux alentours de 0,80% en 2017, et bien maintenant, c'est du x3, c'est 2,33%, c'est d'ailleurs un meilleur score que ce qu'avait fait Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle dans cette circonscription. Donc on est globalement content de ces élections, on peut toujours espérer plus, mais le pari est rempli, à savoir pour cette coalition, l'accès au financement public, donc le nerf de la guerre, même si ça va pas être des montants évidemment colossaux, et un mouvement comme Génération Frexit, vous pensez bien, qui n'a présenté que 10 candidats, eh bien on a toujours besoin, là aussi, de vos dons, de vos adhésions, donc je vous invite évidemment, vous avez le lien en description, à nous aider, c'est très important pour continuer cette dynamique, pour que cette coalition puisse arriver en position de force pour l'élection reine, normalement des souverainistes, à savoir les élections européennes sur lesquelles je vais revenir. Donc voilà, au niveau du premier tour de la coalition des souverainistes, on pouvait espérer peut-être plus, mais c'est un très bon résultat. On a un candidat de cette coalition qui est arrivé au deuxième tour, c'est Nicolas Dupont-Aignan, dans la circonscription de Lyon, de l'Essonne, pardon. Eh bien, il a gagné au deuxième tour à 57%, ce qui fait que la coalition Union pour la France aura un député lors des 5 prochaines années à l'Assemblée nationale. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle là aussi. Pour ce qui était du résultat du premier tour, alors beaucoup soulignaient la percée relative de NUP ou NUPES, selon comment on les appelle. C'est une percée qui était finalement à relativiser, puisque si vous additionnez les différents partis qui constituaient cette alliance, à savoir le Parti Socialiste, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste Français, eh bien finalement ils font à peu de choses près le même résultat en fait qu'ils faisaient séparés en 2017, donc c'était vraiment à relativiser, c'était quelque part, ils atteignaient le maximum du bloc dit de gauche actuel. La force déjà, mais on ne parlait pas beaucoup, qui avait fait une percée au premier tour, c'était le Rassemblement National qui avait, je crois, 1,2 million de voix en plus au premier tour que lors de 2017 où il s'était effondré. Et donc, c'est évidemment une performance à souligner, c'est aussi une performance à souligner là aussi pour les candidats de l'Union pour la France, parce que vous savez que normalement, et c'est le cas à toutes les élections législatives, il y a normalement une déperdition au niveau du vote entre vis-à-vis du candidat de l'opposition. En fait, les personnes et les partis qui perdent l'élection présidentielle, généralement, ont une chute assez importante du nombre de voix et des pourcentages lors des élections législatives. Pour l'Union pour la France, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas non plus, même s'il y a eu perte par rapport au premier tour, mais il y a eu un maintien assez fort du Rassemblement national. Et on voit en fait, et ça s'est concrétisé lors du deuxième tour, et c'est ça qui est très intéressant, et voilà, il faut regarder, analyser clairement et froidement les résultats. Le deuxième tour, alors beaucoup, on va analyser les résultats, mais je pense qu'il faut souligner un premier élément, et c'était la même chose d'ailleurs au premier tour, c'est une abstention record. Ça signifie quoi? Ça peut signifier beaucoup de choses. L'abstention record veut dire déjà que les Français ne voulaient pas se précipiter, ne voulaient pas légitimer, ne voulaient pas donner
une majorité à Emmanuel Macron, une majorité importante, et ça s'est vu lors du deuxième tour, ce qui est une sorte de séisme institutionnel hein, dans l'histoire de la Ve République, et a fortiori depuis qu'il y a le quinquennat qui met le même calendrier, élection présidentielle puis élection législative, le président élu, président de la République, a toujours eu une majorité derrière. Les seuls cas de cohabitation, c'était dans des périodes avancées dans les mandats du président, et on était à l'époque au septennat, on n'était pas au quinquennat, donc c'est une première. Et cette abstention, en tout cas, montre plusieurs choses. Montre que les Français ne voulaient pas donner une majorité à Emmanuel Macron. Les Français se détournent de plus en plus de la politique. Évidemment, c'est regrettable. Évidemment, nous, on aurait aimé qu'ils votent pour les candidats souverainistes. Mais je pense qu'il y a un élément, 54% quand même d'abstention. Beaucoup de gens commentent les résultats du deuxième tour, et je vais le faire, mais il faut quand même se dire que 54% d'abstention, c'est un record historique et c'est absolument énorme. Et évidemment, comme je dis, on peut en vouloir aux gens qui s'abstiennent en disant c'est pas bien, il faudrait s'investir, voter, mais quelque part, je les comprends aussi, et il y a des racines très profondes à cela. En fait, pourquoi les gens ne votent plus? Les gens ne votent plus parce qu'ils ont l'impression que leur vote ne sert plus à rien. Et pour cause, quand vous faites, et ça évidemment je reviens au discours que porte Génération Frexit, quand vous faites en fait des transferts de souveraineté absolument colossaux au niveau de l'Union Européenne, que finalement vous ne décidez plus rien, vous ne décidez plus de votre politique commerciale, vous ne décidez plus de votre politique économique et sociale, vous êtes tellement sous contrainte dans le cadre de l'Union Européenne et de l'euro que ça n'a plus de sens. Et les Français en fait voient bien qu'ils votent à gauche, ils votent à droite depuis 30 ou 40 ans, c'est exactement la même politique qui est menée et celle dont ils veulent pas. Donc les Français en fait n'ont peut-être pas intégrer que ça vient de notre problématique fondamentale, ça vient de l'appartenance à l'Union Européenne, mais en tout cas ils constatent que la politique est la même, et donc ils se disent voter ne sert plus à rien, on a essayé les uns les autres, ça ne marche pas. Et je pense aussi que c'est lié à un autre événement fondateur, c'était, vous vous en rappelez, le non lors du référendum de 2005. Ce nom-là, d'ailleurs, je vais vous mettre en photo, j'ai retrouvé chez moi, dans la Nièvre, le livret avec même les bulletins de vote du oui-non de ce fameux vote du référendum de 2005. Eh bien, les Français avaient voté non à 55%, et on leur a quand même mis un copier-coller de cette constitution européenne via le traité de Lisbonne en 2008. Donc ça, je pense que ça a été une fracture évidente, en fait, entre les citoyens et les élus, une fracture démocratique durable dans notre pays, et le fait qu'il n'y ait plus aussi de recours fréquents au référendum montre que les gens en fait se désintéressent, se disent de toute façon ils font sans nous, bah on va faire aussi sans eux, on ne vote pas. Je pense quelque part que c'est une erreur quand il y a des solutions alternatives, mais c'est hautement compréhensible. Maintenant, pour ce qui est des résultats de ce deuxième tour, eh bien déjà on peut dire qu'on peut être satisfait d'un point de vue démocratique malgré l'abstention. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron n'aura pas de majorité absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être freiné, et que ça va être intéressant, il va être freiné considérablement dans les réformes qu'il voudrait mettre en œuvre, toutes les réformes de casse sociale, et notamment la réforme de la retraite à 65 ans. Et ça, c'est vraiment intéressant d'un point de vue politique, déjà parce que, en gros, il a 245 élus. Vous savez qu'il faut 289 élus pour avoir la majorité absolue. Il ne les a pas. Il y a la NUPES qui a 131 élus, et si on rajoute les divers gauches, une vingtaine, c'est environ 150-151 élus. Et vous avez le Rassemblement National qui a 89 élus. Les Républicains, eux, ont autour de 61 élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron aura besoin, quoi qu'il arrive, de LR pour faire passer ses réformes. Et ça veut dire aussi que le Rassemblement National et la NUPES, s'ils font leur rôle d'opposition, s'ils s'opposent vraiment à la politique d'Emmanuel Macron, et notamment à la retraite à 65 ans, ils auront des moyens institutionnels pour bloquer Emmanuel Macron. On va voir ce que va faire LR. Moi, je pense que certains, via ministères, postes et autres, vont succomber aux appels de la République En Marche, maintenant qu'ils appellent ça Ensemble, qui vont devoir faire monter les enchères pour les avoir, mais je suis pas sûr du tout que les 60 députés, et c'est même quasiment sûr que non, vont basculer du côté d'Emmanuel Macron. Donc il va y avoir une situation de blocage, il va y avoir du mal à faire passer ces réformes, et mettons même un cas d'école, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une opposition. Mettons que Emmanuel Macron arrive avec LR à faire passer la retraite à 65 ans. Eh bien, en fait, la somme des députés, s'ils jouent leur rôle d'opposition, et ça, il faudra le suivre, on va pas les lâcher, la somme des députés Rassemblement National et NUPES est supérieure, en fait, au seuil requis
pour obtenir un référendum d'initiative partagée. Et on peut totalement imaginer, pour contrecarrer les plans d'Emmanuel Macron, que s'ils sont intelligents et s'ils jouent leur rôle d'opposition, ils lancent un référendum d'initiative partagée sur cette histoire et contre la retraite à 65 ans. Et évidemment, c'était très très dur pour Aéroport de Paris, parce que vous savez que les seuils sont complètement délirants, il faut plus de 4 millions de signataires, mais il n'est pas du tout impossible que sur un sujet aussi sensible, aussi important pour l'avenir des Français, tel que la retraite à 65 ans, on ne puisse pas obtenir un référendum d'initiative partagée là-dessus. Donc vous voyez bien que ça permet quelque part de bloquer Emmanuel Macron. Et c'est là que ça va être intéressant, puisque ça va montrer quelque part, s'ils veulent lancer des initiatives, de toute façon, que ça soit le Rassemblement National ou NUPES, ils vont être bloqués par l'Union Européenne, disons-le clairement. Et donc ça pourra permettre de voir les différents blocages. Et surtout, c'est Emmanuel Macron qui va être dans une situation intenable vis-à-vis de l'Union Européenne, parce que l'Union Européenne lui demande, en contrepartie notamment du plan de relance de l'Union Européenne, cette réforme des retraites et tout un tas de réformes antisociales. Sauf qu'Emmanuel Macron, il va pas pouvoir le faire. Donc il y a deux options quelque part. Soit il dissout directement l'Assemblée nationale en disant écoutez, je ne peux pas faire mes réformes. Je ne sais pas s'il va dire que c'est les réformes que demande l'Union Européenne, mais il va dire je ne peux pas faire ces réformes. Et dans ces cas-là, il devra dissoudre. Alors est-ce que tactiquement il a intérêt de dissoudre maintenant? À moins de mettre peut-être un système de type mettre la proportionnelle avec prime à la majorité qui pourrait peut-être lui permettre d'avoir une majorité absolue et de le faire, mais très compliqué. Et surtout s'il le fait dès maintenant, il aura l'étiquette évidemment du mauvais perdant, de l'antidémocrate qui n'accepte pas le résultat des élections et qui veut dissoudre. Il est peut-être plus probable, même s'il faut rien écarter, qu'il attende 1 ou 2 ans, qu'il laisse la situation se pourrir, qu'il y ait des situations de blocage, et qu'il mette ça évidemment sur le dos du Rassemblement National et de la NUP pour dire regardez, ça ne marche pas, c'est de leur faute, et là essayer d'avoir une majorité comme ça en jouant le pourrissement. Mais c'est en tout cas, tant que cette dissolution n'est pas faite, c'est intéressant parce que s'il joue le rôle d'opposition, retraite à 65 ans, et même au niveau géopolitique, l'engrenage absolument délirant dans lequel on est au niveau de la guerre en Ukraine, s'ils jouent leur rôle d'opposition, NUP et RN pourront bloquer ça. Et encore que pour la NUP, il y en avait qui disaient c'est formidable s'ils ont la majorité absolue. Moi, je n'étais pas du tout aussi catégorique et enthousiaste que ça. Déjà, il y a tout un tas de problèmes d'un point de vue laïcité, communautariste et autres avec la NUP. Et il y a le problème aussi que c'est pas seulement la France Insoumise. Si vous avez eu que la France Insoumise, on aurait pu effectivement espérer, dans le cas d'une majorité absolue, que, comme d'ailleurs le RN, que ça aille au clash avec l'Union Européenne et donc qu'il soit forcé par exemple de faire un référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne. Sauf que le problème c'est que la NUP, comme je l'ai dit, il y a aussi par exemple le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Et donc vous savez très bien qu'une alliance dans laquelle, enfin même une majorité, s'ils avaient une majorité absolue, dans laquelle ils ont besoin des députés du PS et d'Europe Écologie Les Verts, vous n'aurez jamais de clash avec l'Union Européenne. D'ailleurs, dans l'accord même de la NUP, il était écrit texto qu'il était exclu de sortir de l'Union Européenne parce que c'était une demande du PS et d'Europe Écologie Les Verts. Donc en fait, vous vous condamniez à la puissance avant même d'être élu, c'était quelque part une Tsipras, une capitulation avant l'heure. Donc ils n'auraient pas pu là aussi mener leur politique, mais là, il y a une minorité de blocage avec tous ces députés-là, et ça va être intéressant de voir concrètement ce qui va se passer. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la France, le fait qu'Emmanuel Macron n'aura pas les pleins pouvoirs, parce que on sait très bien que Emmanuel Macron allait être en roue libre totale. Il suffisait de voir ses actions dans l'entre-deux tours et ailleurs, avec le drapeau de l'Union Européenne sous l'Arc de Triomphe, au-dessus de la tombe du soldat inconnu. Il annonçait la couleur, la fuite en avant fédéraliste, et là, si les députés jouent leur rôle, tous ces éléments-là pourront être bloqués, toutes les politiques antinationales de fuite en avant fédéraliste, quoique ça serait pas pour déplaire à Europe Écologie Les Verts, mais il y a quand même les députés de la France Insoumise et du Rassemblement National qui pourraient bloquer, donc ça pourrait être bloqué, sur le saccage social ça pourrait être bloqué, et donc Emmanuel Macron va être quelque part empêché de faire ces réformes les plus antisociales, et ça c'est déjà positif, même si évidemment, et je l'avais dit, je pense qu'il fallait faire barrage à Emmanuel Macron dès l'élection présidentielle pour l'empêcher de nuire, mais là disons que son pouvoir de nuisance va être limité, et c'est une très bonne nouvelle. Et donc maintenant vous allez me dire la suite, j'en ai parlé, dissolution, pas dissolution, ça on verra, mais je pense que
cette union des souverainistes a montré déjà qu'on pouvait travailler ensemble et ça c'est très bien. Je pense qu'il faut continuer, je pense qu'il faut élargir cette coalition, notamment autour de ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et à mon avis, si on veut arriver en force, si on veut arriver pour gagner, faire plus de 5%, avoir des députés lors des élections européennes, il faut continuer, il faut arriver groupé, il faut donner de la force à cette coalition. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'analyse sur les élections législatives vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce bleu vers le haut, c'est important pour le référencement, vous le savez. Il faut aussi commenter cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui regardent, disent c'est très bien mais ils n'osent pas commenter. Il faut commenter, ça aidera au référencement, ça aidera évidemment à diffuser nos analyses et abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous. Et pour tous ceux qui partagent vraiment ce combat, union des souverainistes, obtention d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, il ne faut pas attendre, il faut nous donner de la force, il faut nous donner du poids, il faut nous aider, vous avez le lien en description, adhérez à Génération Frexit, faites un don à Génération Frexit, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.